Les questionnements, et il y en a beaucoup, qui sont autant de pistes de réflexion et de recherche et d'interrogation, même au niveau de la sphère de la décision, hein, que ce soit décision publique ou décision privée. Lorsqu'on examine donc ce processus dans la région, eh bien, on constate qu'il y a effectivement plusieurs catégories de pays. Il y a ceux qui ont investi et se sont appropriés très rapidement le concept, ce paradigme, et dans les années qui suivent, ont pris toutes les mesures nécessaires pour en faire un des pôles importants de la stratégie de développement. Intégrer en adoptant une vision, en adoptant des institutions qui le portent, en faisant le nécessaire au plan de la communication pour sensibiliser et pour le diffuser. Cette première catégorie, évidemment, a beaucoup bénéficié aussi de l'apport extérieur, et ce sont des économies qui ont été accompagnées par à la fois des institutions internationales, par l'expertise internationale, les bureaux d'études et les bureaux conseils. Généralement, on peut mettre dans cette catégorie les pays du Golfe. D'autres, notre catégorie, a peut-être beaucoup hésité, à la fois parce qu'il n'y avait pas de visibilité claire de ce qu'est ce concept, et on comprend bien quand on voit toutes les interrogations sur les fondements, et parce que beaucoup l'ont interprété peut-être d'une manière un peu trop simpliste, vu que l'économie du savoir et de la connaissance a été perçue comme une tentative de tertiarisation, voire de basarisation des économies, vu que le support de cette économie étant les services, et que, ce faisant, on a tendance à négliger les autres secteurs producteurs de richesses, à savoir le secteur secondaire, l'industrie et l'agriculture. Bien, c'est clair que cette vision est erronée. Cependant, elle a été à la source d'un certain nombre de réticences, et on comprend pourquoi un certain nombre de pays ne l'ont pas adopté comme ça, de prime abord, pour l'intégrer d'une manière fondamentale dans la stratégie de développement dans cette partie du monde. Bon, on peut peut-être les appeler de pays hésitants ou de pays non encore imbibés du concept. Mais c'est clair que lorsqu'on mesure on essaye d'appréhender les fondements de ces réticences, beaucoup ne sont pas fondés. Au plan économique, il est clair que l'économie du savoir et de la connaissance, c'est pas une économie de la tertiarisation. C'est archi faux. C'est une économie qui peut s'appliquer, c'est une vision qui s'applique à tous les secteurs. En d'autres termes, on a vu des exemples maintenant de plus en plus abondent où le secteur de l'agriculture a complètement intégré cette vision de l'économie du savoir, et on a retiré évidemment des prébendes et des résultats tout à fait positifs. On n'aura pas le temps d'intégrer tout cela, mais ne serait-ce que la recherche, l'innovation qui ont massivement pénétré ce domaine, qui était jugé comme un domaine fermé, traditionnel, etc. C'est une économie qui a aussi son empreinte, et qui peut avoir son empreinte sur le secteur minier.
les secteurs, que ce soit les hydrocarbures ou les secteurs miniers dans leur variété. Il est clair que nos études que nous avons faites eh bien, ont montré que ces secteurs imbibés de cette vision d'économie du savoir peuvent opérer un bond qualitatif, un bond en avant qui leur permettra non seulement d'intensifier la production minière au sein du secteur lui-même, mais aussi d'avoir beaucoup plus d'impact sur le reste de l'économie à partir de ce que nous avons appelé dans nos études la migration des connaissances. C'est cette migration des connaissances, des savoirs et des compétences qui peut être se diffuser dans le reste de l'économie et impulser une croissance encore plus intense. Et c'est clair, bien entendu, que ce n'est pas que le secteur minier, mais aussi le secteur productif manufacturier qui peut en bénéficier. On a parlé déjà de l'entreprise imbibée du concept d'économie du savoir et la révolution qui est en train de s'opérer de toute façon. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. On la voit tous les jours que l'entreprise est en train de changer, en train de se refondre, en train de se restructurer autour de la connaissance, autour de l'innovation, autour des travailleurs de la connaissance, autour de la compétence. Et c'est ce que nous avons. Donc, le secteur manufacturier peut aussi connaître une impulsion tout à fait importante de ce paradigme de la connaissance. Et puis, bien entendu, tout cela doit être mis en musique par des institutions, par une coordination, par une démarche qui elle-même devra être imbibée de cette économie de la connaissance. Et c'est pour ça que, en fait, l'adoption pose encore des questions, mais peut aussi présenter des pistes qu'il s'agit d'investir et qui, évidemment, ne peuvent pas être déconnectées de la sphère politique. Et je crois que c'est là où la première des changements doit être opérée pour que l'économie du savoir, ce n'est pas une remise en cause de tel ou tel pouvoir ou de tel ou tel régime, c'est tout simplement donner la chance, donner la possibilité à une économie donnée de profiter pleinement d'un potentiel de connaissance dont elle dispose, qu'il faudra évidemment répertorier, qu'il faudra identifier, qu'il faudra évaluer et qu'il faudra, à partir des politiques et stratégies à long et moyen terme, intégrer d'une manière efficace. Donc cet aspect est très important, d'où cette nécessité que ce n'est pas une catégorie de personnes, ce n'est pas l'État seul, ce ne sont pas les politiques seules, ce sont toutes les catégories de personnes, toutes les parties prenantes doivent s'insérer, avoir une vision de quelle forme d'insertion dans cette économie et comment en bénéficier pour faire un outil de développement durable et inclusif dans ces pays. Évidemment, tout cela ne peut pas se faire en vase clos. C'est clair que dans une économie mondialisée, on ne peut pas réfléchir à des modèles dans une forme d'enfermement ou d'autarcie, et ce n'est plus possible, bien entendu. Donc c'est par l'ouverture, et l'ouverture, elle est de plusieurs manières. Évidemment, l'ouverture, c'est d'abord par les flux commerciaux, industriels, par les flux financiers, mais elle est aussi par la reconnaissance de flux de connaissances et de savoirs qui viennent de différentes parties du monde. L'accès à l'Internet et au débit, évidemment, a permis d'accélérer ces connaissances, d'accélérer cet accès aux connaissances et au savoir.
mais aussi a mis en évidence toutes les formes ou les risques d'obsolescence qu'on peut avoir si on n'est pas toujours en phase avec ce qui se passe ailleurs, et si on ne l'intègre pas pour impulser sa propre création, sa propre innovation, sa propre inventivité au sein du pays lui-même. Et à ce titre, un élément important qui peut contribuer à cette mobilité de la connaissance, eh bien, ce sont les compétences qui sont à l'étranger et qui constituent un potentiel phénoménal de connaissances et de compétences dont on n'a pas toujours mesuré l'importance à l'heure actuelle et pour lequel il y a évidemment de nouvelles formes de mobilisation, puisqu'on n'est plus sur des logiques anciennes, on n'est plus sur des paradigmes du retour, on est sur la mobilité, on est sur la communication, on est sur l'incitation. Et donc, ces facteurs porteurs de la connaissance qui font partie intégrante du capital connaissance interne, national, doivent être mobilisés dans le sens d'une participation active. Et là aussi, il y a de l'innovation institutionnelle, il y a de la reconnaissance en interne, il y a une autre forme de mobilisation, et il y a, bien sûr, tout ce processus doit être coordonné et gouverné à partir de politiques internes pour mobiliser le maximum de connaissances. D'ailleurs, les pays qui ont été performants sur l'échelle de cette économie, nous prenons la Malaisie, nous prenons l'Indonésie, sont allés même au-delà, puisque au-delà sans parler des anciens, comme l'Inde, comme la Corée du Sud, bien entendu, sont allés au-delà, puisqu'ils ont non seulement puisé dans le stock de connaissances et des compétences nationales de la diaspora, mais également mobiliser les connaissances et les compétences de rang mondial, quelle que soit leur origine et quelle que soit leur obédience, pour pouvoir les intégrer dans l'accélération du processus d'insertion dans l'économie du savoir. Et ça. Bien entendu, beaucoup d'appuis peuvent être aussi sollicités auprès des organisations internationales qui ont accumulé depuis un certain nombre d'études, l'OCDE, l'Union européenne, le PNUD, l'Institut de la Banque mondiale, et des grandes agences du développement qui se sont emparées de la question et qui en font un cheval de bataille pour aider à impulser la croissance durable dans ces pays. Et donc c'est aussi cela qui participe, c'est cette ouverture qui participe à l'intégration d'une manière irréversible dans cette nouvelle forme d'économie.